Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, on va accueillir une artiste, peintre, photographe. Donc, c'est une femme qui est pleine de talent, qui a beaucoup de talent et qui est là pour parler de sa découverte, la découverte de soi. Isabelle Berthier, bonsoir. Bonsoir Manel. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Merci de m'avoir invitée. Merci, avec plaisir. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Surtout qu'on a découvert votre exposition dernièrement. Donc, vous avez eu une exposition à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir exposer mes peintures donc, dans une galerie qui s'appelle la Baki Bruxelles Art Gallery, rue des Bouchers à Bruxelles, pour la première fois. Donc c'est un projet que j'ai initié en 2014 et qui est toujours en cours. D'accord. En fait, c'est une collection de 60 peintures environ quand le projet sera terminé. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir en exposer 30, donc à peu près la moitié. Et voilà, j'étais très heureuse de vous accueillir et d'avoir donc mon vernissage le 7 octobre. Oui, donc le vernissage, c'était le 7 octobre. Et donc, parlez-nous de ces expositions, ces œuvres d'art. Comment avez-vous travaillé sur ces œuvres-là ? Quelle est votre découverte ? Parce que dans ces œuvres-là, il y a vraiment du travail, il y a vraiment un voyage que vous avez effectué pour arriver à ces peintures-là. Oui, alors maintenant, j'aime beaucoup ce terme de voyage, effectivement. Il y a des voyages qui m'ont conduit à produire ce travail. Et donc ce sont des voyages que j'ai commencé donc il y a très longtemps, donc par un parcours on va dire artistique d'abord. J'ai suivi une formation donc universitaire à la base, avec une orientation plutôt dans les arts et spectacles. Et puis bon, j'ai toujours eu une curiosité aussi vers d'autres cultures et différentes approches et aussi la spiritualité. Oui. Donc, on va en parler d'ailleurs, la spiritualité. Voilà, qui joue un rôle important donc, dans mon parcours et dans mon travail. Et donc, cette recherche, on va dire, personnelle et ce parcours artistique et cette recherche personnelle qui sont liées, en fait, m'ont conduit en 2006 à partir au Guatemala, en Amérique centrale. D'accord. Et donc, en fait, le projet est parti de cette expérience-là. Bien que je faisais déjà de la peinture depuis un petit moment, mais par période. Et donc, en Amérique centrale, en 2006, j'ai été initiée par un couple d'artistes eux-mêmes, qu'on appelle en espagnol curandero, guérisseurs, chamans. Les chamans. Voilà, enfin... On les appelle comme ça. Dans la langue locale, donc on appelle des arquis ou gardiens du temps, guardian de los tiempos. Et donc, voilà, donc ces personnes m'ont initiée à prendre la responsabilité de ce chemin. Et donc, voilà. Et donc, j'ai entamé un parcours là-bas, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, puisque bon, je suis restée quand même 9 mois, mais ce n'était pas suffisant pour terminer ce parcours particulier. Donc je suis revenue, on va dire en 2007, en Europe avec ce début d'enseignement. Et donc ces choses que j'ai mûries en fait par moi-même, ici ou ailleurs. Et donc en 2014, donc quand même 7 ans après, les choses étaient mûres en fait, et j'ai commencé ce travail donc par la représentation, on va dire, des divinités dans le calendrier maya. D'accord. Donc, j'appelle ça des divinités, mais en fait, c'est pas vraiment des divinités, parce que quand on dit divinité, on a une connotation et on pense le divin, quoi. On pense au divin, et puis on a des représentations très humaines, en fait. Ouais. Alors que, bon, dans la culture maya, c'est pas du tout ça. C'est plutôt des énergies. Oui, donc par exemple, à chaque jour, il y a des lieux qui portent une certaine énergie, des moments dans l'année qui portent une certaine énergie. Et puis on va voir donc les curanderos, ces gardiens du temps, ces chamans ou ces guérisseurs par exemple, pour certaines raisons. Et entre autres, pour avoir un conseil, par exemple, voilà, je voudrais me marier, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour moi ? Ou voilà, je voudrais faire une exposition, voilà.
quand est-ce que ça serait le meilleur moment pour moi, ou est-ce qu'il y a des moments qui seraient meilleurs que d'autres, etc. Et donc il y a tout un tas de choses qui se passent. Bon, avant d'en arriver là, il faut avoir fait tout un travail donc personnel sur soi, de recherche aussi. Bon, il y a toute une science aussi qui vient avec, mais je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, voilà, donc mon travail en fait, ça a été déjà de représenter, de rendre hommage un petit peu à ces différentes énergies et puis les représenter à ma façon. Il y a des choses que je n'ai pas nécessairement inventées, c'est-à-dire que donc ces énergies en langage kitché, donc ça s'appelle nawal, un nawal, et donc un nawal, donc c'est cette énergie. Et dans le calendrier, il y a le calendrier représenté par 20 énergies. D'accord. Et donc elles sont représentées par des glyphes. Donc les glyphes, c'est l'écriture en fait, très stylisée. C'est une écriture très dessinée. En fait, ça pourrait être ça ressemble à des hiéroglyphes. D'ailleurs, le nom est très semblable. Donc ça s'appelle des glyphes. Et donc ces images, cette imagerie, je l'ai pas inventée parce qu'elle existe, mais par contre, je l'ai adaptée et intégrée dans un cercle. Donc un mandala. Le mandala, en fait, oui. Voilà. Un mandala, en fait, ça veut dire cercle en sanskrit, tout simplement. Alors nous, on connaît les mandalas par la tradition bouddhiste, par exemple, parce que les moines bouddhistes utilisent donc le cercle pour la méditation, pour la pratique spirituelle. Donc dans la tradition bouddhiste, donc, on va utiliser le mandala pour une pratique spirituelle de méditation. Et donc en fait généralement donc les moines peuvent passer des heures en fait à construire des cercles, donc souvent avec du sable, et puis une fois que le travail est fini, ils peuvent faire ça tout seul ou à plusieurs. D'ailleurs, ça peut être des petits travails en petit format, ou ça peut être des très grands formats, et là ils seront plusieurs à travailler dessus. Et donc une fois que c'est fini, on va juste le détruire, quoi. Bon, donc moi je vais pas dans cette logique bouddhique, puisque je fais quand même un travail qui reste. Et puis c'est un travail artistique de peinture. Donc moi je signe aussi mon travail. Mais voilà, donc c'est dans cette idée. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que quand je présente mon travail, la réaction spontanée première, c'est ah tiens, c'est des mandalas. Oui, effectivement, c'est des mandalas. Mais mandala, ça veut dire cercle, en fait, tout simplement. En sanskrit. Et donc voilà, et donc je travaille en fait moi sur le cercle parce qu'en fait la thématique de mon travail c'est sur le temps. Et alors donc le temps à travers 3 cultures, donc le mayanisme, donc en Amérique centrale, donc c'est par là que j'ai commencé mon travail, l'hindouisme vers l'Inde et le judaïsme. Voilà, qui sont 3 cultures, spiritualité, religion, on peut tout mettre dans un même sac, que je pratique ou auquel je me suis intéressée, ou voilà, qui me parlent en tant que personne, et qui et aussi qui ont des choses à nous apporter. Et donc en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon travail en fait c'est sur le temps, donc à travers ces 3 cultures. Et on remarque en fait que dans ces 3 cultures, on utilise un calendrier qui est différent du calendrier qu'on utilise depuis je ne sais pas combien de milliers d'années maintenant, qui est le calendrier grégorien, qui est un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier romain. Qui a été en fait mis en place à l'époque romaine, de l'Empire romain, donc ça remonte au moins à 2000 ans. Et donc qui a été mis en place pour les campagnes de guerre d'empire en fait. Alors que par exemple chez les hindous, dans la spiritualité hindoue, dans le calendrier maya et dans le judaïsme, il y a aussi un calendrier. Et donc ces calendriers sont différents, c'est-à-dire qu'il y a un décalage avec ce calendrier grégorien qui est en fait un calendrier complètement artificiel, alors que dans ces 3 cultures, on utilise un calendrier qui respecte en fait les mouvements des planètes. On prend en compte par exemple les mouvements de la Lune dans le calcul du temps. Alors que dans le calendrier grégorien, pas du tout. Et donc par un truchement comme ça de calcul complètement artificiel, on essaie de retomber un peu sur ses pieds comme ça. Et voilà, donc une des aspects de mon travail, en fait, c'est aussi de me poser la question, oui, en fait, voilà, on vit quand même une époque compliquée, même décadente à plein de niveaux. Et
le fait que peut-être aussi on vit sur une base temporelle, donc un calendrier qui est déjà lui-même en lui-même complètement artificiel et qui n'est pas en phase avec ce qui nous entoure, l'environnement. Ça peut être une raison possible du fait que notre société, en fin de compte, elle ne tienne pas debout, quoi. Et que fatalement, au bout d'un moment, si les fondations sont pourries, au bout d'un moment, c'est sûr que la maison, elle ne peut pas tenir indéfiniment. Et bon, moi, en tant que personne, vivant quand même dans mon temps, même si des fois j'ai envie de m'en extraire, je suis bien obligée de constater qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le mur, quoi, qui ne peuvent fatalement, qui ne vont pas pouvoir durer encore très très longtemps. Et donc, bon, il y a des gens qui entament un changement d'eux-mêmes ou qui prennent des initiatives comme votre radio et votre télé. Donc ça, je trouve ça super et courageux. Et je salue cette initiative. Merci, on en a besoin. Et en plus, je trouve que c'est pas évident à l'heure actuelle. Il faut beaucoup de foi, de motivation, d'investissement financier, personnel. Et donc, je trouve ça vraiment super. Voilà, donc ça aussi, je tenais à vous le dire. Merci. Et donc voilà, donc mon travail, donc je suis partie un peu dans le sens, donc j'espère que les gens arrivent à me suivre un petit peu, parce que ça peut être assez complexe par moment. Mais voilà. Et donc, pour revenir au cercle, en fait. Donc, le cercle de temps. Voilà. Donc, pour moi, dans le cercle, je retrouve une certaine harmonie que je retrouve pas, par exemple, dans une conception, on va dire, dans notre société, on va dire, qui est une conception du temps beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire, on est à un moment, on meurt à un moment. Et puis, entre deux, on ne sait pas très bien ce qu'on vient faire là, mais bon, voilà. On doit venir faire quelque chose. Alors souvent on trouve des réponses dans les religions, des réponses toutes faites, qui peuvent être rassurantes et qui ne sont pas à critiquer non plus, mais qui viennent remplacer un espèce de vide. Mais bon, avant on ne sait pas très bien ce qu'il y a, après à la limite on s'en fiche, quoi. On veut pas savoir, et puis ça corrobore un petit peu aussi ce qu'on vit, quoi, ou que ce soit dans le politique, dans l'économique, etc. On voit que le court terme, et puis après on s'en fiche, quoi. Et donc ça peut pas engendrer une harmonie nulle part. Entre l'univers et l'homme. Et entre soi et l'extérieur, quoi. Déjà, si soi-même on est cassé à l'intérieur et qu'on n'est pas en harmonie avec soi-même, on ne pourra pas être en harmonie avec le reste. Ça c'est vrai. J'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que dans votre site, vous mettez que vous êtes healer, donc un guérisseur, et vous avez déjà parlé de ça. Comment on arrive en tant qu'artiste à être un guérisseur ? Guérir soi-même, mais aussi guérir les autres. C'est ça. Dans un premier temps, je pense que ça vient de guérir ça vient d'une volonté de se guérir soi-même. Oui. Et puis, de toute façon, je pense qu'on est artiste, c'est pas tellement par choix, on l'a pas vraiment choisi, c'est un besoin, en fait, à un moment. Parce que moi aussi, je m'étais un peu fâchée avec ça. À un moment, j'avais dit, mais qu'est-ce que ça va m'amener ? De toute façon, faire la peinture, tout le monde s'en fiche. Et puis, je vais rien gagner là-dedans, parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup d'investissement à la base. Donc, si on n'est pas porté par quelque chose d'autre, de l'ordre d'une nécessité, on abandonne, quoi. Et bon, c'est vrai que moi, à un moment donné, j'ai dit, mais ça va m'emmener nulle part. Et je m'étais un petit peu fâchée avec tout ça. Et j'ai dit, je veux faire comme tout le monde, je veux juste travailler, et puis m'intégrer, et puis gagner ma vie, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie, s'intégrer, etc. Et donc j'avais tout laissé de côté. Mais bon, à un moment donné, c'est plus fort, quoi. Et c'est vraiment un besoin, c'est-à-dire on porte quelque chose. Et ce qu'on porte, effectivement, dans un sens, c'est pour une guérison aussi personnelle. Oui. Mais cette guérison personnelle, c'est pas forcément guérir nécessairement une maladie particulière. Ou une souffrance. Ou une souffrance particulière, mais c'est aussi pour... c'est une démarche aussi globale, plus holistique et spirituelle, aussi d'un moment de dire, oui, c'est moi, voilà. Je m'assume, enfin, c'est moi, je suis... à un moment de dire aussi, de plus vouloir s'adapter à l'autre et de dire, oui, voilà, j'ai essayé de jouer le jeu de la société, j'ai essayé de m'adapter à l'autre, j'ai essayé de m'adapter à la société, ce qu'elle attendait de moi, ce qu'elle voulait de moi. Ouais. Mais au final...
ça me rend pas heureux. Et je pense que, ou heureuse, et je pense que si on a bien quelque chose à retenir dans cette vie et qu'on a bien quelque chose à faire, c'est d'être heureux, justement. Tout à fait. Et il y a plein de façons d'être heureux. Oui. Et donc, à un moment... donc voilà, donc c'est se guérir soi, et se guérir soi pour moi c'est passer par essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon rôle, pourquoi ces choses-là me plaisent pas, pourquoi et comment trouver du sens, comment finalement être moi, comment dire ben voilà, c'est ce que je suis, j'existe, l'assumer, l'accepter. Et prendre la responsabilité aussi de ce qu'on est. Et ça, cette notion aussi, pour moi, elle est importante. C'est un moment, et dans le parcours que j'ai fait en Amérique centrale, justement, à un moment donné, on te dit, voilà, maintenant, c'est à ton tour. Tu prends la responsabilité. Et donc, voilà, c'est prendre la responsabilité d'un chemin, d'un parcours qui sera à toi. C'est-à-dire qu'on te donne les outils, on te donne des éléments, mais le parcours, c'est pas ton professeur, c'est personne qui va le faire. On te donne des éléments, on te donne des outils, et après on te dit vas-y, à toi, marche maintenant. Et fais ton chemin. Fais ton chemin. Et voilà. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens, pas que moi, qui ont cette sensibilité, cet appel, cette intuition aussi, parce que voilà, suivant où est-ce qu'on grandit, suivant son degré de conscience, suivant les gens qu'on aura rencontrés ou pas, suivant un certain nombre de choses, on peut aussi avoir cette intuition très ancrée profondément en soi, mais de ne pas pouvoir la verbaliser aussi. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité, la chance, et puis ça peut être aussi des notions assez complexes, assez innovantes aussi, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, pour avoir un discours aussi audible et compréhensif, qui ne paraissent pas voilà, qui soit cohérent aussi, cohérent, c'est pas si simple, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais voilà. Et donc du coup voilà, ça a été un petit peu ce parcours là. Donc, et votre rôle en tant que professeur, parce qu'on voit bien sur votre site que vous êtes aussi professeur et vous donnez des cours, et donc en tant que professeur, parce que la notion de professeur dans le hindouisme, le bouddhisme, c'est vraiment différent, c'est un guide, c'est quelqu'un qui... c'est aussi dans la culture chamane que le professeur, c'est vraiment quelqu'un qui donne l'intuition, c'est quelqu'un qui inspire les autres, c'est un guide, quoi, un guide. Donc, comment vous vous identifiez par rapport à ça? Et en fait, alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense pas que dans l'hindouisme, le chamanisme, on ne parle pas vraiment de professeur, on parle peut-être d'initiateur, de guide, de maître, on peut parler de gourou, par exemple. Mais gourou, ça a un peu aussi une connotation un peu enfin, j'aime pas bien utiliser ça parce que c'est un peu moqueur, enfin, on a un peu une connotation un peu négative de ce terme, alors que bon, c'est juste un terme pour dire maître. Oui. Donc voilà, après... donc le maître, c'est celui qui maîtrise une science, une technique, et qui va le passer à son disciple. Donc voilà, ce qu'on va. Donc moi, en fait, je suis professeure par contre parce que j'ai passé un diplôme d'enseignante, donc je suis enseignante de français, langue étrangère. Donc j'ai fait ça à un moment donné de mon parcours professionnel sans avoir poussé ça très très loin. Mais voilà, donc ça fait partie de mon parcours. Dans mon parcours en Amérique centrale en tant que guérisseur, etc. Bon, je me considère encore comme étudiante parce que j'ai pas encore clôturé donc ce cycle que j'ai entamé donc il y a 10 ans maintenant. Oui, ça peut être très long. Hein, évidemment. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment enseigné à ce niveau-là. Je sais pas si je le ferai d'ailleurs un jour. Sur l'hindouisme, en fait, donc j'ai été amenée à voyager en Inde. Et en 2014, je suis partie pendant 3 mois en Inde. Et donc là, j'ai passé un diplôme en fait d'enseignement du yoga. C'est une pratique que j'ai depuis 4-5 ans maintenant, qui vient donc compléter un petit peu mon parcours, en fait, mon chemin, et qui m'apporte beaucoup de choses à un autre niveau, en fait, mais qui vient tout à fait compléter le reste.
Et donc, voilà, donc j'ai ce diplôme d'enseignante, mais j'enseigne pas encore parce que, bon, voilà, j'ai une certaine... mais voilà, c'est dans les projets, justement. Oui. C'est quelque chose qui va arriver peut-être dans pas si longtemps que ça, justement. C'est possible que ce soit dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine. Et donc, d'ailleurs, à ce titre, je vais repartir donc pendant un mois pour faire une retraite au mois de décembre, à peu près. Par rapport à ce parcours, normalement, si c'est possible de tout organiser. Mais voilà, j'enseigne pas encore officiellement le yoga. Mais en tout cas, voilà, c'est une étape, en tout cas, dans l'apprentissage. Quand on vient aussi à enseigner, on apprend aussi des choses. Bien sûr. Et on développe aussi sa pratique aussi d'une certaine façon. Ouais. Et voilà, pour moi, j'attends vraiment, c'est comme pour mes peintures, quoi. J'attends vraiment le moment où mon intuition me dit, ou même elle est plus forte, ça devient une nécessité en fait. Et où je dis voilà, donc quand ça commence à devenir une nécessité, je me dis voilà, ça veut dire que c'est le bon moment, ça veut dire que c'est maintenant. Et donc à ce moment-là, je fais en sorte de faire ce qu'il faut, quoi. Ouais. Et donc, comme notre émission est intitulée Écoféminisme, en tant que femme qui a une relation particulière avec son univers et la nature, comment pensez-vous apporter avec votre art, avec votre maîtrise, avec vos connaissances, une certaine harmonie, un certain bien-être avec l'univers, et comment pourriez-vous transmettre ces idées et cette pratique au public ? Donc c'est une bonne question. Effectivement, je pense que dans la mesure où soi-même on a trouvé sa propre harmonie, sa propre sérénité, on peut que apporter de l'harmonie, de la sérénité et du bien-être dans le monde. Donc je pense que individuellement, c'est ce qu'on devrait tous tendre vers. Après, les moyens sont différents. Moi, j'ai utilisé ces moyens-là parce qu'ils me parlaient et parce que c'était les miens, mais voilà, ça peut être tout ce qu'on a envie, qui nous fait sentir bien, serein et en harmonie. Après, je pense que c'est un travail aussi, c'est pas inné. C'est un travail sur soi. Et puis après, il faut aussi avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes sur son parcours qui vont nous faire un déclic et qui vont nous permettre d'entamer ce chemin. Donc moi, ce que j'ai fait beaucoup, parce que j'ai pas forcément eu les bonnes personnes qui m'ont fait un déclic ou qui m'ont montré des choses, donc j'ai fait beaucoup, j'ai lu beaucoup. Puis voilà, sur des sujets ou autres qui m'intéressaient ou qui sont difficiles à aborder comme ça au premier abord, parce que ça touche des concepts un peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou quand on va évoquer ce genre de choses, on peut être perçu comme un fou, comme quelqu'un qui est dérangé, ou un marginal ou que sais-je. Donc bon, c'est des choses dont on va pas avoir donc justement l'habitude de parler ouvertement facilement. Parce que voilà, déjà tout le monde ne s'intéresse pas forcément à certains sujets. Donc du coup, moi, ça a été par mes lectures que j'ai entamé donc un travail de recherche, etc. Et puis après aussi, c'est toutes les activités qui vont développer chez la personne l'intuition. Donc effectivement, par exemple, le mandala. Donc on revenait à ce qu'on discutait tout à l'heure en antenne. Le mandala, ça a été un outil en fait qui a été utilisé par Jung, qui est un psychologue à peu près à la même époque que Freud, ou qui a eu une grande importance dans la psychologie. Mais lui, il a été très inspiré par justement l'Asie et l'Inde, et donc il a mis en place cet outil en fait pour une recherche personnelle, on va dire de développement personnel, de comprendre en fait l'inconscient. Qu'est-ce qui se trame derrière? Qu'est-ce qui nous amène à faire certaines choses? Pourquoi on va dire ça et pas ça? Pourquoi on va se retrouver à un moment donné dans telle situation, etc. Et il n'y a pas de hasard en fait. Si on regarde, il n'y a pas du tout de hasard. Et ce qui nous arrive, il y a toujours une raison. Même si c'est négatif, il y a toujours une raison.
Et la raison, essentiellement, quand c'est négatif, c'est de nous faire apprendre quelque chose pour franchir une étape et aller un petit peu plus loin dans notre existence, quoi. Parce qu'en fait, on n'est que de passage. Mais on n'est que de passage, mais en même temps, on est physiquement, on n'est que de passage, mais l'âme, l'esprit, il est là pour grandir, en fait. Et c'est un petit peu ce paradoxe, en tout cas dans moi, dans ce que je comprends, je vois, et je trouve cohérent et ce qui se retrouve dans les cultures. On va dire asiatiques ou les cultures un peu plus indigènes, cette place de l'esprit est beaucoup plus importante. Et donc, tout ce qui va développer l'intuition, ça peut que aider les personnes à aller sur leur chemin, quoi. Toute pratique qui va développer l'intuition. L'intuition, oui. Et justement, c'est quelque chose de très féminin, l'intuition. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'encourage pas les hommes à développer leur intuition, mais c'est une grave erreur. Oui, c'est vrai. Parce que cette société, elle a besoin d'intuition. On a besoin d'intuition. On a besoin d'intuition, on a besoin de créatif, on a besoin de sensibilité. Parce qu'on devient presque des machines. C'est ça. On est dans un monde de machines. La technologie, c'est bien, mais ça a ses limites. Et la limite, c'est que la plus belle machine, c'est quand même l'être humain. L'être humain, tout à fait. Voilà. Et je pense qu'on a encore énormément de choses à apprendre. Voilà, et notamment dans le fait de se guérir, je pense que guérir l'âme, par exemple, par des pratiques, par la compassion, par chercher à être meilleur, pas meilleur que les autres, mais meilleur que soi-même. Ce qu'on a été hier. Ce qu'on a été hier, ça devrait être le travail de tout un chacun. Et si on arrive à développer ce genre de philosophie et pas l'esprit de compétition et pas une société qui va chercher à formater des individus pour se mettre au service d'un projet pour lequel en plus ils, 3/4 du temps ne vont pas s'y retrouver, mais on aura gagné beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de choses. Et justement, la femme, le féminisme, la féminité, parce que c'est pas qu'une histoire d'homme et de femme, le féminisme, pour moi en tout cas, ce sont des valeurs. C'est une cause humaine, je pense. Ce sont des valeurs humaines. Ce sont des valeurs humaines que peut-être les femmes vont avoir, on va dire, naturellement plutôt tendance à développer que les hommes, a priori. Mais voilà, on en a autant besoin chez les hommes que chez les femmes. Et voilà, et c'est vrai que de toute façon, les femmes ou le féminisme a une belle carte à jouer, a beaucoup de choses à proposer. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que des valeurs d'écoute, des valeurs de compassion, de compréhension, elles font moins forcément le poids face à des valeurs de compétition, d'action qui sont aussi nécessaires. Mais voilà, il y a un équilibre, il y a un rééquilibrage à trouver. Tout à fait. Mais voilà, avec le temps, de toute façon, le temps et la volonté, voilà, et puis aussi d'avoir cette volonté aussi de pas imposer les choses, c'est aussi soi-même. Si on a trouvé son centre, son équilibre, sa vérité à soi, sa vérité. On n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. La paix intérieure surtout. Voilà, on n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit finalement, puisque on sait où on se trouve. Oui. Et donc après, nécessairement, ça parle de soi-même au final. Et donc ça peut que encourager les gens à suivre ce chemin à un moment cet donné. Exemple. Donc on est là pour donner l'exemple. N'importe quel individu peut être un exemple à suivre. Et tout à fait. Je pense que votre découverte, votre voyage est un exemple à suivre pour les jeunes femmes. Quel est l'exemple, quel est le message que vous voulez donner aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui veulent partir à l'aventure pour découvrir d'autres horizons, pour découvrir leur passion, leur intuition, pour découvrir d'autres valeurs, pour découvrir la vérité? Quel est votre message en tant qu'artiste et en tant que guérisseuse? C'est une grande question. C'est une grande question. Moi, je pense que
je pense qu'on a besoin de gens on a besoin de gens qui osent aller vers eux-mêmes et qui osent assumer qui ils sont et choisir de prendre en main leur vie sans attendre rien de personne, ni de ses parents, ni de la société, ni des politiques, ni de rien du tout. Et peu importe... Ça, c'est le message, c'est prendre sa vie en main et être indépendant. C'est prendre vraiment sa vie en main, s'assumer et prendre ses responsabilités. Et oser, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie et c'est tellement important à un moment donné. Et puis, c'est vrai, ça peut être tellement aussi compliqué. C'est vrai que moi, j'ai un certain parcours, donc il y a des choses qui sont évidentes pour moi maintenant. Mais si je me remémore il y a quelques années, c'est bien beau ce qu'elle dit, mais par où se commence, quoi? Parce que c'est tellement énorme. Alors, c'est vrai. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est commencer par quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui vous rend heureux. Si c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous anime, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la force, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. À partir du moment où vous faites quelque chose qui vous prend votre énergie, qui vous rend dépressif, qui vous rend malheureux, que ce soit un ami, même quelqu'un de la famille, un travail ou peu importe, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc voilà. Quand on ça c'est l'intuition qui parle en fait. Ça c'est l'intuition qui parle et puis aussi petit à petit les choses, oser se faire confiance, oser s'écouter. On fait tous des erreurs. Le voyage il continue jusqu'à la fin. Voilà, pour tout le monde. Et voilà, et c'est dans les erreurs l'apprentissage, voilà, donc c'est dans les erreurs qu'on apprend. Ne pas avoir peur de tomber, ne pas avoir peur des échecs, ne pas avoir peur de ne pas avoir peur de se tromper, parce que la compassion elle commence aussi par soi-même et s'autoriser de se tromper, s'autoriser de ne pas être parfait. Déjà ça fait du bien de se dire qu'on a le droit de se tromper. Mais surtout, une fois qu'on s'est trompé, une fois qu'on a eu un échec, par exemple, tout le monde en a, il faut se relever. Voilà, c'est que c'est normal, on passe tous par des moments comme ça. Il n'y a que les gens qui n'osent pas, qui pourront jamais se tromper. Et surtout, ces gens-là, ils apprennent pas. Donc après, il faut savoir aussi ce qu'on a envie. Mais voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur de ça et se relever coûte que coûte, quoi. Voilà. Et fatalement, au bout d'un moment, les choses s'éclaircissent et aussi à un moment donné, faire les bonnes rencontres. Voilà. Parce qu'il y a des gens dans le parcours de tout un chacun qui vont donner du sens aussi à sa vie et qui vont permettre de donner des clés ou des outils qui peuvent changer votre vie aussi et le cours des choses. Et donc, des fois, c'est le hasard de la vie, entre guillemets, qui fait que ça arrive. Des fois aussi, il faut aller un petit peu de l'avant. Il faut un peu provoquer les choses. Provoquer la chance. Mais provoquer sans insister aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas non plus forcer les choses. Voilà, provoquer, mais pas forcer. Donc, c'est toute une nuance. Toute une philosophie. Toute une nuance. Merci beaucoup Isabelle. Le mot de la fin, donc je pense que qu'est-ce que vous voulez dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, donc par rapport à d'aller visiter votre site internet, peut-être si vous avez d'autres expositions, si vous avez d'autres donc ateliers peut-être où vous pouvez partager votre passion pour la peinture ou pour l'art, donc vous pouvez demander à nos auditeurs à aller sur votre site et regarder vos œuvres. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc si vous êtes intéressé, donc effectivement par mon parcours et voir un petit peu de quoi nous avons parlé concrètement d'un point de vue pictural. Donc, vous pouvez vous rendre donc à la Baki Bruxelles Art Gallery au 61 rue des Bouchers à Bruxelles jusqu'à fin janvier. Donc l'exposition se déroule dans cette galerie. Sinon, donc il y a mon site internet hayab.be, donc hayab.be, où vous pouvez voir donc
une partie de mon travail et donc suivre un petit peu l'actualité. Voilà, j'ai des projets d'exposition dans le sud de la France et puis peut-être aussi à Londres. Mais en attendant, vous pouvez donc vous rendre à Bruxelles jusqu'en janvier. Et donc voilà, et vous pouvez aussi m'écrire, j'ai des formulaires de contact sur mon site, donc si vous avez des questions et si vous voulez prolonger donc, cette émission via email, n'hésitez pas. En tout cas, bon, je voulais remercier donc cette initiative et puis Manel aussi pour son Avec émission. Plaisir. Je pense que tu as bien choisi ton sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une très belle thématique. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Isabelle. D'avoir des invités qui ont fait un parcours exceptionnel voilà, comme vous. Qui enrichissent l'émission, qui donnent envie qui donne envie, voilà, de dire que voilà, tout est possible dans la vie. Tout est possible. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Tout est possible. Merci beaucoup chers téléspectateurs, chers auditeurs d'être des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité à découvrir, un autre artiste, un autre guérisseur. Et restez des nôtres. Merci pour votre attention et à bientôt.